magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre. En voici le sommaire. La loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise a été votée hier à l'unanimité par les parlementaires. Il s'agit de permettre à l'ensemble des médias d'évoluer dans un environnement viable économiquement et sécurisé juridiquement. 74e journée du système des Nations Unies, c'était hier. Cette célébration a été marquée au Togo par une cérémonie de vernissage et par le partage du message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de cette journée. Une rencontre régionale entre organisations pastorales des pays côtiers sahéliens s'ouvre les 29 et 30 octobre prochains à Lomé. La réunion qui s'inscrit dans le cadre des activités du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel va plancher sur la transhumance transfrontalière. Deuxième partie de ce journal invité, accompagner les nouveaux maires pour une meilleure gestion de leur commune. Le gouvernement s'y attelle. Le ministère des Droits de l'Homme chargé des institutions de la République a formé hier les nouveaux élus. Nous recevons M. Odi Kossi Nkakbou. Il est le directeur du renforcement démocratique au ministère des Droits de l'Homme et des relations avec les institutions de la République. Il revient sur le rôle et la responsabilité des nouveaux maires et leurs administrés dans une démocratie participative. Et puis, nous suivrons également dans ce magazine pluriel les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Une délégation d'opérateurs économiques tunisiens conduite par Mounir Moukhar, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunisie, également président de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, a rencontré hier le Premier ministre Komi Selom Klassou. Au centre des discussions, les relations de coopération économique bilatérale entre la Tunisie et le Togo et le point sur le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes Afribat, ouvert à Lomé le 23 octobre dernier. Monsieur Mounir Moukhar, au micro de Mathias Gbigbeni. Son Excellence a insisté sur le côté formation, essentiellement la formation professionnelle. La Tunisie a une expérience assez importante au niveau de la formation. Nous sommes réellement tout à fait disposés à la mettre à la disposition de nos amis togolais et également à apprendre de nos amis togolais un certain nombre de choses. Et donc l'échange entre les deux parties ne peut être que bénéfique. L'Afrique ne peut se développer qu'avec le labeur de ses enfants. C'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Meba Essorouna, qui a accompagné la délégation tunisienne dans les bureaux du chef du gouvernement. Monsieur Meba a saisi l'occasion pour féliciter le Premier ministre pour les prouesses réalisées par le Togo en matière de promotion du climat des affaires au Togo. Nous avons eu une entrevue avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour échanger vis-à-vis de l'organisation de Salon Afribat. Les réformes au Togo sont effectives et que le Togo avance. Les autorités togolaises ont travaillé pour que le climat des affaires soit serein. Ça va permettre aux investisseurs togolais et étrangers de pouvoir investir normalement dans nos pays. Les médias audiovisuels publics et privés du Togo ont désormais la capacité d'offrir un plus grand choix de contenu au public. La loi portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise a été votée hier à l'unanimité par les parlementaires. C'était au cours de la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Odette Piret.
Ce projet de loi va permettre à l'ensemble des radiodiffuseurs et téléviseurs, publics et privés, d'évoluer dans un environnement viable économiquement et sécurisé juridiquement. Il permettra aussi de meilleures capacités technologiques afin de fournir au public togolais un plus grand choix de contenu comparativement à l'offre télévisuelle analogique existante. Pour le ministre en charge de la communication, c'est un moment d'intense joie dans la mesure où notre pays passe désormais au numérique. Ce projet de loi va apporter d'importants changements dans l'audiovisuel togolais. Le ministre Katari Folibazi présente sa gratitude au chef de l'État pour le réaboutissement de ce vote. C'est pour moi un moment d'intense joie et de satisfaction de prendre la parole à l'occasion du vote par la représentation nationale du projet de loi portant un régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise. Je suis d'autant plus heureux que par cet acte, l'Assemblée nationale vient de concrétiser l'engagement du gouvernement togolais d'opérer le basculement de la diffusion hertzienne de la télévision du mode analogique vers le mode numérique. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, salue, elle, la participation de tous à l'élaboration du dit projet avant de féliciter la commission en charge du projet. Je voudrais faire observer qu'à l'instar des différents projets audacieux que nous avons reçus du gouvernement lors de nos séances précédentes, le présent projet peut être valablement qualifié de révolutionnaire. Je me félicite aussi que la nouvelle loi consacre la liberté de communication audiovisuelle et la garantie des libertés d'expression, d'opinion et de communication individuelle et collective, ainsi que le respect des règles de l'éthique et de la déontologie, le respect des droits de l'homme tout simplement. Une quarantaine d'élus locaux formés hier à Thiévié sur la culture démocratique et la gouvernance locale. Ces maires et conseils municipaux de la région maritime peuvent désormais promouvoir dans leur commune la liberté locale et consolider les bases de la démocratie en vue d'un processus démocratique réussi. Gabriel Aïna. Initiée par le ministère des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République, cette formation s'est appesantie notamment sur comment amener les élus locaux à connaître et à comprendre leur rôle afin d'asseoir une initiation participative et inclusive qui garantisse la stabilité et le développement de leurs diverses localités. Il a été ainsi question de leur inculquer des connaissances sur des notions comme la démocratie à la base, la gouvernance locale et le contrôle citoyen. Médecin Pierre-Russie Marceline, directrice générale de la consolidation de la démocratie. Nous avons insisté sur la démocratie participative, c'est de faire en sorte que les intérêts locaux soient pris en compte dans la gestion quotidienne des conseils municipaux. Pour ce faire, il faut que tous ces élus locaux puissent aller trouver les moyens de détecter leurs besoins, de construire ensemble la vie de la communauté. Donc il était essentiel au début de leur prise de fonction de remettre des mots techniques parfois sur un certain nombre de concepts qui sont véhiculés. Les participants disent être désormais capables de jouer efficacement leur rôle. Minok Blanc Kodjo, maire de la commune Vautrois. Le point positif, on n'a pas la notion de certaines conceptions avant. La démocratie participative, la gestion. Vous savez que nous sommes au début de la décentralisation. Donc j'ai noté vraiment ces notions-là qui peuvent nous aider. En tant qu'élu local, on n'est pas à gérer tout seul la commune. C'est ensemble avec les populations, les groupes organisés que nous pouvons gérer la commune. La même formation sera organisée dans les jours à venir au profit des élus locaux des autres régions du Togo. La 74e journée du système des Nations Unies a été célébrée hier au Togo. L'une des activités ayant marqué cette célébration est la cérémonie de vernissage hier à Lomé, donc occasion pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies de partager avec son auditoire le message du secrétaire général des Nations Unies, Yao Kamake. Le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo et les personnels des agences rattachées étaient entourés pour cette cérémonie d'exposition et de vernissage des membres du gouvernement, des parlementaires,
des membres du corps diplomatique accrédité au Togo ainsi que d'un nombreux public. Tous ont admiré et apprécié les œuvres d'art avec un seul centre d'intérêt, l'enfant, ce qui justifie d'ailleurs le thème de l'exposition, à savoir pour chaque enfant, le système des Nations Unies s'engage aux côtés du Togo pour aller plus loin. Koda Kaderi, secrétaire général du syndicat des reporters d'images du Togo Saint-Rite. Nous les photographes, nous arrivons à immortaliser les faits, les événements. Nous avons aujourd'hui saisi ce canal pour sensibiliser la population au respect des droits des enfants. Nous avons eu la collaboration de l'UNICEF qui a été à notre côté durant tout le travail, surtout de la journée mondiale de la photographie que nous avons célébrée, qui est sous thème la photographie au service des droits de l'enfant. L'UNICEF, en collaboration avec le Saint-Rite, veut à travers cette exposition démontrer la force de l'image dans la communication pour un changement de comportement vis-à-vis du bien-être de l'enfant, une préoccupation contenue dans le message du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres que le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, Damien Mama, a partagé avec l'assistance. Les droits de l'enfant, dont les droits de l'homme tout court, sont au cœur du mandat de tous les organismes des Nations Unies. Vous allez voir à travers la diversité des thématiques sur les photos, cette représentation de la pluralité des mandats, et c'est ce que nous avons voulu montrer à travers le vernissage que vous êtes invités à apprécier, que vous avez déjà commencé à apprécier. En adoptant la photographie, nous avons simplement voulu montrer l'unicité du visage de l'enfance, dans ses joies et ses souffrances, dans la multiplicité de ses attentes et dans la diversité des défis qui font l'objet des mandats des agents du système des Nations Unies ici au Togo. Le coordonnateur a saisi l'occasion pour rendre un hommage à tous les personnels des agences de l'ONU au Togo qui ont toujours accompagné les autorités togolaises dans leurs actions. Lomé accueille les 29 et 30 octobre prochains une rencontre régionale entre organisations pastorales des pays côtiers et les organisations des États sahéliens. C'est une initiative du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Odette Pira. Il s'agira pendant 3 jours du partage et de la capitalisation d'expériences, des modes d'approche, prévention et gestion des conflits en lien avec la mobilité pastorale dans les zones d'accueil de transhumance transfrontalière. Cet atelier de plus de 50 participants est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Pépizao, projet élevage et pastoralisme intégré et sécurisé. Ce projet vise la réduction des conflits en période de transhumance. Asman Moussa, coordonnateur du Pépizao. La contribution du projet dans la gestion des conflits, en tout cas dans sa composition, dans sa philosophie, c'est-à-dire c'est un projet d'abord qu'il faut préciser qui fait suite à d'autres initiatives déjà qui ont existé au niveau de celle-ci. Je passe un exemple, donc le projet Pacha, qui a été un projet aussi qui a été financé par la Banque mondiale et qui a aussi beaucoup travaillé sur la prévention surtout des conflits. Donc le Pépizao vient vraiment en complémentarité pour renforcer tout ce qui a eu à exister en termes d'initiatives sur la prévention et la gestion des conflits. Monsieur Moussa appelle tous les acteurs à s'impliquer davantage de façon inclusive et participative. La contribution du projet dans la gestion des conflits, en tout cas dans sa composition, dans sa philosophie, c'est-à-dire c'est un projet d'abord qu'il faut préciser qui fait suite à d'autres initiatives déjà qui ont existé au niveau de celle-ci. Je passe un exemple, donc le projet Pacha, qui a été un projet aussi qui a été financé par la Banque mondiale et qui a aussi beaucoup travaillé sur la prévention surtout des conflits. Donc le Pépizao vient vraiment en complémentarité pour renforcer tout ce qui a eu à exister en termes d'initiatives sur la prévention et la gestion des conflits. Le projet Pépizao sera exécuté sur une période de 4 ans. Il est évalué à 5 millions d'euros. Pharmaciens publics et privés du Togo et patrons de presse ont échangé hier sur le profil du pharmacien et sur la manipulation du médicament. C'est une initiative de l'Ordre national des pharmaciens du Togo avec la collaboration du ministère en charge de la santé qui se tient sous le thème « Réforme du système de santé au Togo, place du pharmacien ». Alice Barandao.
Amener les communicateurs à relayer de bonnes et vraies informations sur les enjeux du médicament et sur les différents engagements du pharmacien dans la chaîne de soins. C'est l'objectif de cette formation. Les acteurs du médicament mettent à contribution les professionnels de communication pour alerter la population sur les dangers des faux médicaments afin de protéger la vie de tous. Innocent Kweto, président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Nous avons montré le cursus de formation du pharmacien et nous avons montré également les engagements de ce pharmacien qui passe par son inscription au tableau de l'ordre et l'autorisation qu'il reçoit pour pouvoir exercer son art et les conditions de son exercice. Parce qu'on a eu beaucoup d'amalgames dans notre pays sur le rôle de certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent détenir et vendre le médicament. C'est une denrée spéciale. Nous avons également partagé sur la substance qu'on appelle médicament. Quelles sont les conditions pour garantir sa qualité, pour que son utilisation soit réellement profitable et améliorer la santé des gens. L'initiative a été saluée par les communicateurs qui se sont dit renforcés dans leur connaissance des produits pharmaceutiques et sur le rôle social du pharmacien. Ils ont souhaité la tenue régulière de telles formations pour la réalisation de bonnes émissions de sensibilisation. Fabrice Petchessi, vice-président du Conseil national des patrons de presse. L'exercice était intéressant parce qu'il y avait vraiment un déficit d'information au niveau de nous, les professionnels des médias. Les réponses qui ont été apportées ont permis aux uns et aux autres d'avoir une idée plus exacte de comment ça s'organise au niveau du Togo en ce qui concerne l'implantation des pharmacies et autres. Les préoccupations sont nombreuses. Il y a des initiatives à multiplier pour que la presse soit informée sur les dangers des faux médicaments et également pour ceux qui ont des émissions dans le domaine de la santé, pouvoir prendre des articles, organiser des émissions. Cette séance de formation est en prélude aux 12e journées du pharmacien qui auront lieu en novembre prochain. Alice Barandao, la fondation de Hussein Meterek a remis ce matin des kits scolaires au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la famille et de l'alphabétisation, estimé à 2 500 000 francs CFA. Ce don va subvenir un tant soit peu aux besoins des élèves nécessiteux, démunis et handicapés. La région, secrétaire général de Hussein Meterek. Cette fondation a été créée dans le but d'apporter des assistances aux personnes démunies dans les domaines de la santé, le domaine de l'éducation, le domaine de l'assainissement et le domaine de l'environnement. Donc ce matin, nous sommes ici dans le cadre de la remise de 500 kits scolaires qui répondent au domaine d'assistance dans l'éducation. La gestion de ce don est assurée par l'Agence de solidarité nationale au profit des élèves. Le représentant du ministère en charge de l'action sociale, Yodo Kodjo-Philippe, se félicite de ce geste et promet un bon usage. Beaucoup d'enfants sur le terrain attendent encore. Il était question de plus de 21 400 demandes enregistrées. Seulement plus de 6 000 demandes ont été satisfaites. Nous avions pour souci de faire un geste à l'endroit des personnes qui attendent encore d'avoir du matériel. Ce don nous permet de relever ce défi et nous voudrons donc exprimer toute notre reconnaissance pour la Fondation Hussein pour nous être venus au secours pour assumer nos responsabilités vis-à-vis des populations vulnérables. Une caravane a sillonné hier les artères de la ville de Lomé, donnant le temps aux activités inscrites au marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Elle est donc partie de l'esplanade du Palais des Congrès, site de la manifestation, avec pour seule ambition inviter le maximum de Togolais à visiter les stands. Miato referme ses portes le 3 novembre prochain. Amara Moussa. Cette caravane vise à informer et inviter le public à faire nombreux le déplacement pour découvrir les talents et savoir-faire des artisans togolais. Derman Moutala, directeur de l'artisanat. La caravane, nous l'avons organisée pour pouvoir annoncer l'événement, informer le public que le marché a effectivement commencé. Nous avons profité quand même pour partager quelques prospectus pour les informer. Il y a également des tickets
avec des codes QR qui ont été distribués lors de cette caravane pour que les gens qui récupèrent ces tickets puissent venir sur le site. Avec ces tickets, nous allons organiser quelques jeux. Les gens pourront gagner des prix avec ces tickets. Nous organisons également des panels. Il y aura des ateliers de formation, il y aura des ateliers de démonstration qui vont s'organiser sur le site. Initié par le ministère en charge du développement à la base et de l'artisanat, le marché international de l'artisanat du Togo fait la promotion des produits et services artisanaux à travers la mobilisation des visiteurs. Les artisans venus de tout le Togo et d'ailleurs se réjouissent de cette opportunité qui leur permet d'accroître leur visibilité. C'est une joie pour nous de savoir que les artisans de notre association Talents d'Afrique sont épanouis et bénéficient de cette promotion que l'État a initiée. Hier à féliciter. C'est un bon événement puisque ça nous permettra de se connaître, nous les artisans. Comme c'est une foire internationale, les artisans d'autres pays qui vont venir, on va s'échanger pour avoir des relations entre nous, avoir des partenaires aussi. Monsieur Kadjaziou Hezo, je suis tisserand de formation. Oui, la foire Miator, je peux dire que c'est une opportunité pour nous. Il y a un problème de visibilité. Alors avec cette foire, je pense que quand le public va venir et découvrir ce que nous faisons, ça va booster un peu notre production. Des certificats de nationalité seront délivrés aux artisans lors de ce marché pour favoriser leur formalisation. Moi, agent de banque, c'est le titre du livre de l'écrivain togolais Koum Gabriel Dokodjo. C'est un ouvrage de près de 200 pages qui retrace le parcours des agents de banque, du stage à la retraite en passant par les exigences de la profession et le stress. L'auteur fait découvrir également aux lecteurs les valeurs d'un professionnel de banque de même que ses qualités. Il entend ainsi éveiller la conscience des plus jeunes afin qu'ils cultivent l'excellence dans le travail. Koum Gabriel Kodjo est cadre de banque à Orabank. Moi, agent de banque est publié aux éditions Graines de Pensée. La police nationale a présenté hier à la presse 2 malfrats membres d'un réseau transfrontalier de vol. Il s'agit de Eda Koko Frédéric, 20 ans, et de Maouor Kofi Jean, 18 ans, tous de nationalité togolaise. Appréhendés, ils ont avoué voler des engins qu'ils prennent soin de convoyer à leur receleur au Ghana. Douti Yendoubé, commissaire de police, commandant de la brigade de recherche et d'investigation. Le 22 octobre 2019, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la police nationale a mis la main sur 2 individus. Leur interpellation fait suite à l'arrestation la semaine dernière de 2 autres malfrats, membres du même réseau, qui les ont dénoncés. Notre équipe d'enquêteurs a réussi à identifier plusieurs victimes, dont les déclarations indiquent qu'ils leur ont volé des motos, des tricycles et un cargo qu'ils n'ont pas réussi à emporter. Par ailleurs, dans le registre de la prévention de la criminalité, des patrouilles sont organisées par les forces de sécurité dans les quartiers de Lomé. C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019, lors d'une patrouille pédestre organisée par le commissariat du 7e arrondissement de Lomé, 4 motos, dont la moto immatriculée BH 3597, ont été saisies pour défaut de pièces afférentes. Le sieur Moumouni Sharif, dont la moto a fait l'objet d'un vol dans la nuit du 9 au 10 octobre à son domicile, s'est présenté au commissariat du 7e arrondissement pour se faire établir une attestation de vol. Revenu le 21 octobre pour le retrait de ce document, il a retrouvé sa moto immobilisée dans l'enceinte du commissariat. Sur présentation des pièces, celle-ci lui a été restituée. Tout en appelant à la vigilance des uns et des autres, la police nationale tient à rassurer la population togolaise qu'elle travaille sans relâche afin de lui assurer une meilleure sécurité. Orientation et redynamisation de la convergence panafricaine CPP face aux enjeux de l'alternance. C'est le thème du congrès extraordinaire de la CPP ouvert ce matin à Lomé. Les congressistes vont, lors de cette rencontre, amender les statuts du parti, élire un nouveau bureau national, définir les stratégies de mobilisation et désigner un candidat pour la présidentielle de 2020. Francis Maouinaïkon, président sortant. Nous organisons ce jour un congrès extraordinaire pour réfléchir d'abord aux positions du parti et préparer le parti à affronter aussi les enjeux futurs. Nous espérons offrir au peuple togolais un parti qui continuera à se battre pour que l'essentiel de ce que nous demandons, une démocratie apaisée, avec des règles transparentes,
que tout le monde approuve. Nous disons la démocratie à la base, la gestion de nos villages, la gestion de nos communes, la gestion de nos régions est tout aussi importante que la gestion nationale tout court. Et il est normal que l'on mette l'accent d'abord et avant tout sur la démocratie à la base. Au Mali, 5 membres du groupe Ganda Iso, signataires de l'accord de paix de 2015, ont été tués mercredi par des djihadistes présumés. C'est un groupe armé créé en 2009 qui se présente comme un mouvement d'autodéfense d'Esraï, un peuple de la vallée du fleuve Niger. Comme son prédécesseur Ganda Koyi, dans les années 1990, Ganda Iso a été utilisé par les autorités pour combattre dans la région de Gao les séparatistes Touaregs en 2012. Une nouvelle manifestation s'est déroulée hier pour la 36e semaine consécutive. Les manifestants rejettent toujours la tenue d'une élection présidentielle. Et nous sommes là en Algérie. Les candidats au scrutin ont jusqu'à ce soir pour déposer leur dossier de candidature. Bénédicte Kanda. Certes, les autorités algériennes affirment qu'elles maintiendront le scrutin, mais elles avaient dit la même chose pour l'élection du 4 juillet. Finalement, le Conseil constitutionnel avait annoncé qu'aucun dossier de candidat n'était recevable. Les manifestants espèrent donc arriver à faire pression sur les organisateurs du scrutin et sur les candidats eux-mêmes. De nombreuses pancartes disent leur rejet de l'élection prévue le 12 décembre prochain. Autre revendication des manifestants, la libération des personnes arrêtées pour port de drapeaux berbères notamment. Certaines sont en détention provisoire depuis plus de 3 mois. Parmi ceux qui sont favorables à la tenue de l'élection, aucun candidat ne semble pour le moment être favori. Les candidats déclarés sont tous d'anciens ministres de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. Invité du journal, accompagner les nouveaux maires pour une meilleure gestion de leur commune, le gouvernement s'y attelle. Le ministère des Droits de l'Homme chargé des institutions avec la République a formé hier les nouveaux élus. Nous l'avions suivi à l'instant. Nous revenons avec notre invité sur le rôle et la responsabilité des nouveaux maires et leurs administrés dans une démocratie participative. Monsieur Odiekossi Nkpakou est le directeur du renforcement démocratique au ministère des Droits de l'Homme et des relations avec les institutions de la République. Il est au micro de Gabriel Aïn. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Ils sont une cinquantaine à être formés aujourd'hui spécialement sur plusieurs thématiques afin qu'ils puissent participer intention un peu à la gestion efficace et amener les administrés à pouvoir travailler main dans la main afin qu'on puisse pourquoi pas atteindre l'idéal que nous tous nous voulons. Merci. Aujourd'hui, la volonté du gouvernement, c'est de mettre l'accent sur la décentralisation afin de promouvoir l'éclosion des libertés locales, de promouvoir la gouvernance locale et le développement local. Et c'est sur cette base-là que le gouvernement a concrétisé cela le 30 juin 2019 par l'élection des élus locaux sur toute l'étendue du territoire national avec 1500 et quelques conseillers municipaux. D'abord, il faut expliquer ce que c'est que, d'un seul mot, la démocratie à la base. Justement, ça marche. Donc la démocratie à la base, c'est le transfert des pouvoirs, du pouvoir central aux autorités locales pour s'organiser, pour réaliser des projets de développement qui concernent leur localité. Alors, on en vient maintenant à la gouvernance locale. Alors, comment est-ce que ces élus locaux doivent-ils gérer leur communauté, par exemple? Disons que les élus locaux, ils sont élus aujourd'hui et nous les avons formés sur les concepts de démocratie à la base, de gouvernance locale, de développement local. Il y a des principes qui gouvernent ces concepts-là et c'est sur ces principes-là qu'on a insisté pour leur apporter certaines réalités pour qu'ils comprennent le bien fondé et puissent mener à bien leur rôle
et responsabilité au niveau local. Et ces élus locaux-là doivent contribuer au développement du pays à la base. En faisant quoi? D'abord, ces élus locaux sont des assemblées locales. C'est tout comme au niveau central. Nous avons le gouvernement, nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le judiciaire également. Donc, c'est sur cette base que ces élus locaux sont installés pour s'occuper des affaires locales. Et en tant qu'élus locaux, ils doivent se retrouver en assemblée pour délibérer sur les sujets qui concernent leur localité et faire des programmations. Après cette programmation, une planification, une programmation et une réalisation des actions à mener pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est-à-dire fournir aux populations les services de qualité à la base. Et voilà, parce qu'ils sont plus proches des populations, ils sont à même de relever les véritables problèmes qui se posent dans leur communauté et les remettre en projet et réaliser ces projets-là qui conviennent et qui satisfassent aux besoins même de ces populations d'une manière individuellement et collectivement. Avant de revenir peut-être, pourquoi pas, sur le comportement de ces élus locaux ou de la population, nous allons faire un clin d'œil au PND. Nous le savons, c'est pour la période 2018-2022 et tous les acteurs. Il est vrai que la société civile ou le secteur privé doit contribuer plus, mais aujourd'hui, avec ces élus locaux, il est question, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, d'amener aussi les populations à contribuer. Le lien de cette formation, ou en quoi cette formation peut être utile à ces élus locaux et à leur population dans l'atteinte du PND. Pour permettre aux élus locaux d'assumer leur rôle et responsabilité au niveau des affaires locales, c'est le bien fondé même de cette formation. Et vous êtes de savoir que le PND a 3 axes principaux et que c'est sur la base du 3e axe, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. C'est sur cette base qu'est issu ce projet d'activité à l'endroit des élus locaux pour renforcer leur capacité. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'axe 3 qui est consolider le développement social et renforcer le mécanisme d'inclusion. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le renforcement des mécanismes d'inclusion, la décentralisation est le principe le mieux acquis pour pouvoir mettre en œuvre ce renforcement-là. Parce qu'il faut faire en sorte que toutes les populations participent aux affaires locales, participent à la gestion des affaires de développement, des affaires publiques. Les mécanismes d'inclusion, ce volet du PND ne peut se réaliser véritablement que à travers les élus locaux qui sont appelés à faire en sorte que dans leur programmation, à inclure toutes les couches de la société, parce que en le faisant, on vient de l'écouter au cours de cette formation, qu'il faut, lorsque les conseillers municipaux doivent se retrouver pour mettre en place un programme de développement, il faut que toutes les couches sociales ou bien tous les acteurs de la société à la base là, puissent avoir leur mot à dire avant que les décisions puissent être prises. Et donc c'est pourquoi il est intéressant que la démocratie à la base soit enracinée, parce que là ça renforce véritablement, ça amène toutes les populations à pouvoir adhérer à l'objectif de développement de leur localité. D'accord. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Une question, avant que ces élus locaux ne viennent, ils n'avaient pas certaines connaissances. Ils nous l'ont dit tout à l'heure en interview. Est-ce que vous êtes rassurés qu'après cette journée de travail, les connaissances acquises et autres, ils sont désormais aguerris pour jouer ce rôle? Est-ce que vous êtes rassurés? Nous sommes rassurés. L'agenda, les thèmes qui sont au programme de cette activité nous édifient. Parce qu'il s'agit de faire en sorte que la démocratie à la base, la gouvernance locale, le développement local, qu'on ait une meilleure compréhension de ces notions-là pour mieux les mettre en œuvre. Si on n'a pas vraiment la meilleure compréhension, on ne peut pas les mettre en œuvre. Et je crois que l'intérêt même de cette formation, c'est ça. Et de deux, c'est faire en sorte qu'on renforce leur capacité et à comprendre la bonne manière de pouvoir gérer les affaires de leur localité. Donc, en ce moment, il s'agit de voir les fondements, les opportunités
de la démocratie à la base. Et c'est ce que on a eu comme thème, le premier thème. Le deuxième thème, c'est de voir le rôle et les responsabilités des acteurs locaux, ou bien des élus locaux, dans ce transfert de pouvoir à la base. Donc, nous sommes rassurés que, ils ont reçu vraiment des enseignements utiles et à mettre en œuvre au profit des populations à la base. Et ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que, comme on n'a pas pu réunir tous les élus locaux et que c'est des représentants des élus locaux qui sont là, et il va falloir que ces élus locaux relaient ces informations, ces enseignements reçus et à leur pairs, afin qu'on ait véritablement la meilleure compréhension de ces principes, de ces concepts au niveau de toutes les communes, afin que le travail puisse être véritablement bien réalisé. Donc, alors, pour finir, quel est aujourd'hui le mot à l'endroit de ces élus locaux, comme conseil, pourquoi pas, et également à ces populations qu'ils seront amenés à administrer? Le mot que nous avons à l'endroit des élus locaux, c'est de savoir que leur élection dans les conseils municipaux, on ne doit pas avoir de couleur. Ils sont là pour mener à bien le développement de leur localité. Et je crois qu'ils doivent s'atteler mieux à cela. Parce qu'il s'agit de s'entendre sur l'essentiel lorsqu'il s'agit de développer leur localité. Et quand ils ont cet esprit-là, je crois que leur travail sera bien fait. Maintenant, au niveau des administrés des populations, c'est que les populations doivent avoir un œil dans la gestion des affaires locales. Parce qu'elles ne doivent pas se mettre à l'écart. Elle ne doit pas se mettre à l'écart dans la mesure où il y a ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Parce que la gestion aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui sont élus rendent compte de leur gestion aux populations et que les populations aussi participent véritablement à la gestion des affaires locales. Et c'est ce qui est important, c'est de faire en sorte que les conditions de vie soient véritablement améliorées au niveau local et cela va donner plus de promotion au développement de la nation. Je crois qu'en faisant en sorte que les libertés locales se renforcent, ça renforce également la capacité de tous les acteurs qui vont participer au développement de la nation togolaise. Monsieur Diateur, merci. C'est moi qui vous remercie. Quatre personnes ont été condamnées à 6 et 7 ans de prison pour homicide volontaire. Elles sont accusées notamment pour avoir voulu se faire justice. Retour sur les faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. C'était au petit matin du 21 novembre 2010, vers 5 heures, que le nommé Kodjo a été retrouvé mort, nu, sur la place publique du village de Péta, dans la Goue. Son corps sale, portant des blessures et hématomes et une bouffissure du visage, prouvait qu'il a été victime de coups et blessures volontaires et tortures avant qu'on ne lui ingurgite une décoction nocive, comme le montraient les restes d'un breuvage préparé sur place à l'aide des plantes sauvages connues et soigneusement choisies par les auteurs du crime. La veille, il avait été recherché, arrêté et conduit par certains jeunes sur la place publique du village sur ordre du chef. Un de ses administrés s'étant plaint d'avoir été envoûté par lui alors qu'il organisait les funérailles de son fils décédé un jour plus tôt. Le chef ayant tenu une audience nocturne pour lui faire avouer son forfait, décida vers 3 heures du matin de confier la victime à des jeunes avant de se retirer pour dormir en attendant le lever du jour pour l'exécution de la sentence qui a été prononcée contre lui. C'est donc après le départ du chef que le meurtre a été commis. Informé, la brigade de la gendarmerie d'Agou a ouvert une enquête en vue de rechercher les auteurs. Les investigations ont permis d'interpeller d'abord les nommés Clément, Laurent, puis Difa et Achout, tandis que les 4 autres personnes soupçonnées au même titre sont toujours en cavale. Interrogés tant à l'enquête préliminaire qu'à l'instruction, les 4 inculpés n'ont pas reconnu les faits. Ils nient toute implication dans le meurtre et explique que s'il est vrai qu'ils ont assisté à l'audience publique nocturne au cours de laquelle la victime a avoué son forfait, ils se sont retirés au même moment que le chef.
Mais les déclarations des inculpés ont été démenties par le nommé Kokou qui affirme que le jour des faits, vers 15h30, les mis en cause étaient ceux qui ont recherché et arrêté la victime pour la conduire chez le chef, puis à la place publique, et qu'il était lui-même présent et a assisté à toutes les scènes, y compris la mise à mort de la victime. Il a même ajouté que l'inculpé Laurent a prélevé le sang de la victime à l'aide d'un perfuseur dans une bouteille vide de sérum avant d'exhorter ses camarades à en finir avec elle, ce que d'autres témoins n'ont pas omis de confirmer. C'est donc en se basant sur ces témoignages que la cour d'assises, lors de l'audience du 6 mars dernier, a condamné les 4 inculpés à 6 et 7 ans de prison, alors que le parquet général avait requis une peine allant de 15 à 20 ans de prison. Quels sont donc les éléments qui ont milité en leur faveur? Maître Gilles Anani. Les éléments que nous leur avons exposés sont assez simples, parce que quand vous suivez ce qui a été dit, tout repose sur les propos d'un témoin, mais qui malheureusement a varié dans cette déclaration depuis l'enquête préliminaire jusqu'à aujourd'hui. Alors nous avons quand même démontré que seule cette personne qui est considérée comme témoin oculaire est la base sur laquelle l'accusation repose, mais que les propos qu'il a tenus, les accusations qu'il tient contre les personnes mises en cause, à une analyse sérieuse et juridique ne résistaient pas, et que dans ces conditions, il fallait tout simplement élargir les gens. Un mot de sport. Après son élimination au deuxième tour de la Ligue africaine des champions, l'association sportive des joueurs de la COSA ASCK du Togo joue donc demain à Lomé au stade de Kégué son match aller de cadrage dans le cadre de la Coupe de la Confédération CAF. Et puis autre chose, après 2 semaines de pause, le championnat national de première division reprend aujourd'hui à la faveur de la deuxième journée. Ifodje joue AS Togoport, Maranatha accueille Sarasport, Borlesou des Lacs se déplace chez Semassi du Skodé, Dito de Lomé reçoit Ange FC de Notier, Koroki affronte Asco et AS OTR se mesure à l'Unisport. Le match AS CK et Gomido est reporté. Du sport à la revue de presse, le pas est vite franchi. Le grand sujet à la une des parutions cette semaine est encore et reste toujours la présidentielle de 2020. C'est un sujet qui a été abordé sous 2 angles, les déclarations de candidature et la candidature de Faure Sozom Nanya Zingbe. Nous retrouvons Yao Kamake. L'annonce déjà de ces candidatures pour la présidentielle de 2020, les journaux en ont effectivement fait leur chou gras cette semaine avec une place de choix accordée au profil des différents candidats déclarés. En attendant que le candidat du parti au pouvoir, UNIR, ne soit connu du grand public, écrit le journal Flambeau des démocrates, ceux issus des rangs de l'opposition se mettent déjà en évidence. À ce jour, 7 candidats sont sur la ligne de départ, dont le dernier en date est celui d'Agbeyome Kodjo, président national du mouvement des patriotes pour la démocratie et le développement MPDD. Cette candidature de l'ancien premier ministre entre 2000 et 2002, affirme le confrère, exprime toute la détermination de ce dernier à ne pas rompre la lutte démocratique, mais au contraire, participer activement au premier rang à l'édification d'un État de droit et d'un Togo uni et solidaire, réconcilié avec lui-même. Par contre, le journal Le Dialogue trouve que, quels que soient les arguments avancés par les membres du parti MPDD pour dédouaner la désignation qui milite en faveur de leur président Gabriel Agbeyome, ces sorties médiatiques ces derniers temps laissaient croire qu'il nourrissait l'envie de se positionner. Mais, relève le journal, une chose est d'être candidat, une autre est de pouvoir faire un travail de terrain pour convaincre l'électorat. Quant à la candidature de Jean-Pierre Favre, qui va défendre les couleurs orange, l'hebdomadaire La Dépêche estime que, arrivé en 2e position lors des présidentielles de 2010 et de 2015, les militants et sympathisants de l'ANC espèrent cette fois-ci
un meilleur résultat de leur leader l'année prochaine. Au congrès qui a investi Fabre, remarque le confrère, tous les partis politiques étaient représentés, sauf UNIR, UFC, le NET et le MRD. Comme quoi, conclut-il, tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Pour sa part, l'hebdo Écho du pays martèle qu'avec la candidature de Jean-Pierre Fabre, l'ANC a brisé le rêve du choix de la candidature unique de l'opposition. Reste maintenant au candidat de l'ANC de prouver aux Togolais qu'il est vraiment capable d'apporter l'alternance au sommet de l'État en 2020. Et à ce niveau, affirme Écho du pays, le parti aux couleurs orange se contredit. Il ne veut pas s'associer aux autres pour aller à l'élection présidentielle, explique le journal, mais au même moment a besoin d'eux pour faire pression sur le gouvernement pour obtenir de meilleures conditions d'organisation de l'élection pour que son candidat gagne. Une analyse qui amène le confrère de s'interroger si Jean-Pierre Fabre et ses amis de l'ANC prennent les autres leaders comme des enfants. La candidature de Jean-Pierre Fabre était prévisible dans le paysage politique où plusieurs partis se positionneront, pense le journal Nouvelle Opinion. L'hebdomadaire précise que il y a des raisons de croire que Fabre doit beaucoup batailler sur le terrain pour avoir le suffrage des Togolais. Faisant allusion à la question de l'alternance, Nouvelle Opinion relève que Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC depuis sa création en 2010, n'a pas libéré le plancher. Un état de fait qui fait tirer la conclusion suivante par l'hebdomadaire: ceux qui crient à l'alternance au sommet de l'État sont ceux qui dansent toujours au rythme de la conservation. Fabre serait un légaliste qu'il allait passer le témoin à d'autres membres au sein du parti. C'est la troisième fois que Fabre va se présenter à l'élection présidentielle, avec les deux premières fois soldées par un échec. Pour cette troisième fois, le quotidien Togo Matin rassure qu'elle est en tout cas de bon augure, à l'image de ce dicton populaire qui dit que la troisième fois est la bonne. Dans un style mathématique, Togo Matin renvoie le chiffre 3 à des valeurs religieuses et bibliques pour ainsi aboutir à l'expression « Dieu le 3 fois saint ». Au même moment, le même Togo Matin se demande « Est-ce vraiment le cas pour le maire de la commune de Golfe 4 ?» Toujours sur la question de la présidentielle prochaine, l'hebdomadaire Le Messager globalise le sujet, avec à sa une le titre « Limitation de mandat présidentiel, scrutin uninominal à 2 tours, droit de vote de la diaspora, c'est fait ». Tous ces points, souligne le confrère, étaient considérés comme les principaux points de revendication de l'opposition togolaise réunie au sein de la C14. Avec l'aboutissement des réformes, le journal Le Messager pense que c'est une opportunité pour l'opposition. Elle exhorte cette opposition à saisir cette opportunité et montrer à la face du monde sa vraie volonté de construire le pays à travers un débat purement démocratique. Retour au journal Hebdo Flambeau des démocrates pour chuter dans cette revue de presse avec le titre « Drame à Kanté, une étudiante poignardée à mort par son beau-frère ». Un crime qui a endeuillé le département de sociologie de l'université de Kara. Ahoro Yvette s'en est allé sous les coups de poignard, explique le confrère de son beau-frère, ceci dans une violente bagarre dans laquelle cette dernière s'interpose entre sa sœur et son beau-frère. L'émotion s'est saisie de la population de Kanté, dans le Kéran où la jeune étudiante est revenue couler de bons moments de vacances avant la prochaine rentrée académique qu'elle ne verra plus. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel de ce samedi 26 octobre 2019.
Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg